La question aujourd'hui qui nous amène est celle de l'intelligence artificielle et plus précisément existera-t-il une humanité après Sapiens. Alors pour répondre et pour discuter de cette question, nous avons ici trois intervenants dont je vais vous présenter. Pour commencer, nous avons Bella Lotto-Ifler. Bella Lotto-Ifler, vous êtes présidente et fondatrice de Point de Mire, qui est une association dont l'objet est de sensibiliser depuis 11 ans sur les questions des coûts environnementaux et humains du numérique en général. L'association est également à l'origine d'un collectif en faveur de la désescalade du numérique. Par ailleurs, vous donnez également des formations sur ce sujet dans le cadre du label numérique responsable et vous dispensez entre autres des cours à l'université Paris-Dauphine. Nous avons avec nous également Frédéric Briand. Frédéric Briand, vous êtes maître de conférence en neurosciences cognitives à l'université de Tours et membre également de Scientifiques en Rébellion, qui est un collectif de scientifiques qui se mobilise contre l'inaction face au dérèglement climatique, ainsi que l'effondrement de la biodiversité. Vous êtes également cofondateur de Atécopole, donc l'atelier d'écologie politique de Tours. Et en troisième intervenant avec nous, nous avons Édouard Piedi, qui vous êtes artiste indépendant. Votre travail porte sur la place qu'occupe la technique de notre société et la technologie, particulièrement sur le développement numérique. Vous êtes également membre de la rédaction de Sciences Critiques et vous avez publié l'an dernier un ouvrage, Jacques Ellul, face à la puissance technologique. Et je rappelle également que vous serez du coup en dédicace pour ce livre à la fin de cette conférence. Alors, pour introduire un petit peu cette table ronde, la question qui nous amène aujourd'hui, on l'a vu, on le voit tous, depuis plusieurs années, et notamment avec le lancement il y a maintenant 3 ans de ChatGPT, l'IA est sortie un petit peu des laboratoires pour arriver dans notre langage courant et s'installer dans notre quotidien. Je me rappelle d'une époque où, quand on avait une question, quand on avait une interrogation, on se posait, mais Google est ton ami. Google est ton ami aujourd'hui a complètement disparu de notre langage pour devenir demande à ChatGPT, demande à l'IA. J'ai une rédaction à faire, mais demande à ChatGPT, est-ce que ma rédaction est bonne? Est-ce que mon texte, est-ce que ma dissertation est correcte? Demande à l'IA. Et c'est ainsi que l'IA aujourd'hui est quasiment quotidiennement dans notre langage. Aujourd'hui, l'IA arrive à écrire à notre place, à analyser, à traduire, à déchiffrer, à même créer des images. On voit, vous le voyez également, vous aussi, au quotidien, sur les réseaux sociaux, on voit pulluler des images ou des médias créés par intelligence artificielle, et des kits pour faire attention aux différentes vidéos qu'on peut constater, est-ce que c'est des vraies, est-ce que c'est des fausses. Ça a vraiment, ça a envahi un petit peu nos réseaux sociaux. De très grands groupes s'intéressent de plus en plus à l'intelligence artificielle, notamment chez les GAFAM. On parle de sommes à 6, 7, 8 chiffres et des investisseurs qui arrivent de partout. L'IA aujourd'hui, la société, l'organisation de la société se fait de plus en plus autour de l'intelligence artificielle. Et ces grands groupes, en tout cas, participent et essayent d'organiser notre société autour de l'intelligence artificielle. Certains, dans cette intelligence artificielle, dans le développement et dans l'accélération de cette IA, dans nos vies, voient une révolution qui peut être comparable à l'imprimerie, ou même à l'écriture, parfois, c'est ce qu'on peut entendre. D'autres y perçoivent plutôt un basculement beaucoup plus radical, qui pourrait redéfinir un petit peu ce que signifie être humain, ce que signifie l'humanité. Alors, pour qu'on sache un petit peu de quoi on parle ce matin, est-ce que Frédéric Briand pouvait assez rapidement nous expliquer, alors sans rentrer forcément dans tous les détails un petit peu techniques, mais qu'est-ce que l'IA, de quoi on parle quand on parle aujourd'hui d'intelligence artificielle? Donc, bonjour à toutes et tous, merci pour l'invitation de la REV. Donc alors définir l'intelligence artificielle, ça prendrait du temps, c'est multiple, mais si on reprend la définition actuelle du Parlement européen, ça serait la capacité qu'a une machine à reproduire le comportement humain. Alors le comportement humain évidemment est extrêmement large, mais on peut au moins se focaliser sur 3 grands aspects. Le raisonnement,
la créativité. Donc ça va être notamment par l'IA générative, donc ChatGPT, donc ce qu'on appelle des IA polyvalentes, et également la planification. Donc ça va être vraiment une machine qui va essayer de reproduire un processus cognitif tel qu'on peut avoir dans notre vie de tous les jours. On entend parfois l'intelligence artificielle, c'est rendre un ordinateur plus intelligent ou rendre un ordinateur moins bête. Qu'est-ce que vous avez à dire justement sur cette phrase? Alors là encore, question compliquée, il faudrait définir c'est quoi le bête et c'est quoi l'intelligence. Hier, Paul Watson parlait de l'intelligence comme une adaptabilité à notre milieu. Si on met ChatGPT sans électricité sur une île, elle va pas s'adapter énormément, à l'inverse du vivant. Donc je pense pas qu'on puisse parler d'intelligence, mais c'est simplement une reproduction mimétique du comportement humain. Edouard Philippe, je vous voyais faire la moue. Ouais, c'est vrai que du coup, l'expression intelligence artificielle, c'est une expression trompeuse en fait. C'est hautement propagandiste. Il n'y a pas d'intelligence de la machine. La machine n'est pas intelligente. Effectivement, tu cites Paul Watson hier. Effectivement, les êtres humains, les animaux, les plantes sont intelligents, communiquent avec leur environnement, interréagissent avec leur milieu. Une machine n'est pas intelligente. Et l'intelligence artificielle, c'est ces trois éléments. C'est les modèles mathématiques, la puissance de calcul et la captation de données en masse. Ces trois éléments. Mais sinon, c'est juste spécialisé, c'est une machine. Une machine n'interagit pas avec son environnement. Par contre, c'est très puissant au niveau du calcul, c'est très spécialisé, mais en aucun cas, c'est intelligent. Après, c'est l'expression communément employée maintenant dans le langage médiatique. On dit IA, IA partout. Mais effectivement, l'intelligence artificielle n'existe pas. Vous parlez justement des plantes, de l'environnement, ça me fait une transition toute trouvée. Aujourd'hui, la question de l'écologie et de l'environnement, c'est une question qui, j'imagine, nous réunit tous, notamment ici. C'est dans le nom du parti politique Révolution écologique pour le vivant. Donc, on est tous un petit peu sensibilisés à cette question-là, réchauffement climatique, perte massive de biodiversité. On entend beaucoup de critiques de l'intelligence artificielle dans ces domaines-là. Moi, je voulais vous questionner, Béa Lotto-Ifler, sur dans un monde aux ressources finies, que penser de l'accélération de l'intelligence artificielle? Est-ce que l'accélération de l'intelligence artificielle, comme on le voit aujourd'hui, est soutenable dans le monde dans lequel nous sommes en train d'évoluer? Alors, on a combien de temps devant nous? Merci en tout cas et bonjour à tous et à toutes. Alors, la question est extrêmement vaste évidemment, donc moi je vais peut-être me focaliser sur quelques points pour border un petit peu cette sous-thématique environnementale. Alors déjà, je tenais à dire juste, c'est un petit préalable comme ça, je trouve que c'est une heure magnifique pour faire une conférence comme ça ou une table ronde comme ça, à l'heure de la messe. Je pense qu'elle est déjà dite en termes d'IA. Donc déjà, super synchro, organisation, nickel, heure de la messe, c'est parfait. C'est prévu. Prions ensemble. Deuxième chose, je voudrais démarrer peut-être ce tout petit topo environnemental, je ne vais pas prendre trop longtemps la parole, mais ce que je voudrais, c'est vous demander si, d'après vous, et là je vous questionne tous, moi j'y ai déjà répondu, mais vous verrez, c'est pas... Est-ce que, en 2050, vous choisiriez de faire pousser un radis ou vous feriez appel à ChatGPT pour faire la conversation? Non, mais c'est une question très 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 sérieuse. Et en plus, on parle du vivant là, à la Rêve. Donc, souhaitez-vous plutôt faire pousser un radis et le manger accessoirement après, bien évidemment, c'était inclus dans la question, ou faire appel à ChatGPT? Alors pourquoi je dis personne ne répond? Ma question ne marche pas. Radis? Voilà. Alors, essaie, tu verras mieux. Tu m'en diras des nouvelles. Alors, je dis ça parce qu'en fait, il y a eu très très récemment une ACV, ce qu'on appelle une ACV, c'est une analyse de cycle de vie sur les services de Mistral AI, qui est vous connaissez la boîte française qui fait de l'IA, notamment générative. Et dans cette ACV ressortent plusieurs points, bien évidemment, et notamment ce que coûterait l'équivalent d'un texte, ou en tout cas l'équivalent de 400 tokens, enfin peu importe, l'équivalent d'un texte, ou en tout cas d'une réponse
textuelle sur une question qui aurait été posée, donc sur ce type de service-là. Et la réponse, c'est qu'effectivement, ce serait donc la génération d'un texte qui vaudrait à le fait de faire pousser un radis, en tout cas l'eau nécessaire pour faire pousser un radis. Donc moi, je choisis le radis. Je pense que vous aussi, sans aucun doute, à mon avis, hein, on est d'accord. Voilà. Sachant que, effectivement, une analyse de cycle de vie nous permet d'avoir une petite idée de ce qui se passe, évaluer environnementalement les coûts, ça ne suffit bien évidemment pas, mais ça donne une petite idée. Alors c'est la première fois qu'on a un tout petit retour sur le coût environnemental d'une IA générative. Donc si ça vous intéresse, allez voir ce qui est écrit dans ce rapport récent. Il y a des critiques à faire, bien évidemment, mais en tout cas, c'est tout à fait intéressant parce que ça fait un peu avancer le schmilblick de la réflexion sur l'évaluation environnementale. Ceci étant, moi, ce que je voudrais préciser pour répondre à la question initiale, c'est le fait de penser finalement, quand on parle coût environnemental de l'IA, pour moi, c'est tout simplement la question du coût environnemental du numérique tout court, en fait. Et on va même dire, c'est la question du coût environnemental du numérique accéléré, puisque l'IA ne fait qu'accélérer un processus que nous vivons depuis de nombreuses années et dont nous n'avions pas idée d'ailleurs certainement. Alors pour moi il y a 3 éléments essentiels à avoir un peu en tête pour comprendre ce que seraient les coûts, alors là au pluriel, les coûts environnementaux de l'IA. Alors là, environnementaux je dis bien, puis peut-être qu'on passera, enfin on aura l'occasion dans la discussion de parler des coûts humains parce que la réalité humaine elle est franchement redoutable. Voire dramatique d'ailleurs. Alors pour revenir sur les coûts environnementaux, moi j'aurais 3 points intéressants peut-être pour voilà, aborder la question. C'est d'une part toujours effectivement raisonner en cadre de cycle de vie, sachant qu'effectivement l'IA ou quel que soit le service numérique finalement, mais l'IA en particulier, effectivement va faire appel à plein d'étapes différentes, donc de l'extraction des minerais bien entendu, à effectivement en passant par l'assemblage de tout le matériel, de cette matérialité dont on a besoin, alors les coprocesseurs, les accélérateurs, les serveurs qu'on va retrouver dans les data centers, etc. Donc toute cette matérialité, les réseaux bien entendu. Et puis évidemment, il ne faudrait pas oublier le truc qui est le polluant de toute l'affaire, c'est nos terminaux. Bien au-delà de tout. Hein. C'est vraiment les terminaux, c'est ceux qui remportent la palme de la pollution numérique environnementale. Voilà. Donc déjà, avoir cette espèce de raisonnement, enfin ce raisonnement de cycle de vie qu'on a pour plein d'autres produits d'ailleurs, mais pour les services numériques, c'est assez intéressant de l'avoir vraiment en tête. Qu'est-ce qui se passe en amont, qu'est-ce qui se passe pendant et qu'est-ce qui se passe à la fin de la chaîne. Donc c'est l'histoire de cradle to cradle, c'est-à-dire effectivement du début du berceau jusqu'à la tombe. Il faut vraiment avoir ce raisonnement-là pour comprendre qu'il y a des impacts et des coûts absolument à chaque étape du cycle. Déjà, ça c'est une première chose. Alors les coûts qui sont... alors moi je préfère parler d'ailleurs de coûts que d'impact, parce que l'impact c'est un truc qui se passe, boum, voilà. Mais moi je préfère le terme de coût. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout de suite la notion de prix à payer. Qui va payer le prix de ce coût ? Alors qu'impact, c'est hyper neutre. Bon, il y a eu un impact, ok, il ne se passe rien. Donc les coûts environnementaux sont multiples, évidemment. Alors c'est au niveau, si on reprend le cycle de vie rapidement, l'extraction minière, bon, c'est l'industrie la plus sale au monde. Alors déjà, il faut planter bien ça dans sa tête. En tout cas, pour creuser, il faut énormément de produits toxiques, chimiques, etc., pour traduire le minerai qu'on a trouvé pour que ça devienne du métal sur notre carte mère au final. Donc il y a beaucoup de chemin à parcourir. Donc c'est l'industrie la plus sale au monde. C'est celle qui produit le plus de déchets liquides, solides et gazeux. Déchets qui sont irrémédiables, c'est-à-dire que les déchets ne disparaissent pas dans la nature, contrairement à ce qu'on nous dit, ouais, mais la mine propre, ça existe. Bon, attends, il faut vraiment être sérieux. Et donc la question, c'est aussi la question de l'eau. L'eau est la première victime de la mine. Donc ça, c'est pour aller très très vite, produits toxiques, eau, matérialité dure, destruction des sols, déforestation, etc. Donc ça, c'est en allant très très vite au niveau de l'extraction. Au niveau de l'assemblage, on en parle très peu, c'est très peu connu. C'est moins de tendance en ce moment, mais en tout cas ça devrait, parce qu'il faudrait mettre aussi la réalité ouvrière en avant, mais même la réalité sanitaire et la réalité aussi environnementale. Par exemple, la Silicon Valley qui construisait beaucoup de matérialité à l'époque, hein,
d'ailleurs qui revient là-dessus, puisque maintenant on réinstalle des usines d'assemblage et autres, et pour les semi-conducteurs et tout ce que vous voulez. La Silicon Valley, par exemple, c'est la région la plus polluée des États-Unis, dont le sol est le plus pollué. C'est moins connu, on connaît plus les baby-foot, les voitures électriques, les t-shirts et les bermudas, et on mange bio, mais à la Silicon Valley, c'est quand même bien crade en dessous. Voilà. Et puis ensuite, il y a la partie utilisation, donc la partie utilisation où on va avoir effectivement des effets du type énergie, puisque on va utiliser de l'énergie pour faire marcher nos terminaux, etc. Et puis la partie, donc les gaz à effet de serre, pardon, qui sont effectivement directement liés à cette énergie consommée. Et puis, effectivement, on va avoir, bien entendu, dans le cadre de l'utilisation, la question de nos data centers qu'il a fallu évidemment construire, etc., mais qu'on va faire tourner, alors qui sont énergivores, c'est vrai, mais pas plus que ça, j'ai envie de dire, parce qu'ils ont fait énormément de progrès depuis une quinzaine d'années. En revanche, il y en a de plus en plus. Alors si on regarde, par exemple, moi j'habite dans le sud-est de la France, ça s'entend peut-être un tout petit peu de temps en temps. Eh bien là, par exemple, on a une invasion de data centers absolument incroyable, avec une boîte qui s'appelle Digital Realty d'ailleurs, et qui va donc préempter, par exemple, les eaux souterraines des rivières et de la région marseillaise, au détriment de la population, au détriment des agriculteurs qui n'ont plus assez d'eau pour pouvoir justement éventuellement hydrater un petit peu leur culture. Et puis cette eau va être jetée à 29 degrés dans la Méditerranée. Alors déjà, elle est super chaude cette année, hein, vous le savez. Je ne sais pas si vous êtes allé vous baigner, mais bon, voilà. Donc en gros, c'est ça. Donc en gros, si vous voulez, il y a cette histoire de cycle de vie, il y a cette question de multicritères, c'est-à-dire que si on pense que empreinte carbone, on est complètement foutu, c'est-à-dire qu'on est complètement partiel dans le raisonnement. L'empreinte carbone, enfin moi je dis souvent d'une manière un peu triviale, il n'y a pas que le CO2 dans la vie pour pouvoir analyser la pollution numérique et la question environnementale. Alors je pense que vous êtes vraiment bien au fait de ces questions évidemment, notamment la question du vivant, c'est évident, c'est pas à vous que je vais raconter ça, bien entendu. Mais quand on parle de numérique, très souvent on nous sort toujours 4% des effets de gaz à effet de serre, enfin d'émissions de gaz à effet de serre. C'est absolument pas le sujet, même s'il faut s'en préoccuper, bien entendu. Le sujet, c'est les ressources abiotiques, donc les ressources dites non vivantes, les ressources épuisables qui ne se reproduisent pas, qui ont mis des milliers d'années à être fabriquées. Et du coup, je pense, pour terminer, parce que je pense que là j'ai fait un gros, comment on appelle, tunnel, c'est ce qu'on dit, c'est qu'il faut avoir en tête, je pense, la matérialité au sens de la question du non vivant, épuisable, et le numérique sans énergie et sans ressources abiotiques n'existe pas. Donc tout le matos qu'on a là pour faire, le matériel qu'on a là pour faire la diffusion, etc., et puis bon, tout ce qu'on a sur nous, c'est vraiment de l'équivalent antimoine, comme on dit, c'est-à-dire vraiment, c'est au départ, on est allé le chercher, on a creusé loin, et on a bousillé des vies, mais ça, on en parlera d'autres. Puis un tout petit dernier détail, c'est la question aussi, et ça nous attend toujours au tournant, c'est toujours avoir en tête les effets rebonds, conceptualisés par Jevons il y a longtemps, les effets rebonds indirects, directs, les effets induits. Et tout ça, ça nous surprend toujours, parce que quand on design, quand on conçoit des produits et des services, on ne pense jamais à ce que ça va induire d'une manière indirecte. Et ça, c'est une catastrophe, parce que les effets rebonds sont souvent beaucoup plus importants que les effets directs dont j'ai fait une toute petite esquisse. Alors l'effet rebond, c'est en fait l'effet qui va être perçu sans qu'on l'imagine, c'est-à-dire que par exemple le coût, alors Jevons avait dit le coût du charbon diminue, et du coup qu'est-ce que ça il avait observé ça, donc qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé un surcroît de consommation. L'effet rebond, par exemple, indirect du télétravail, pour revenir dans le numérique, c'est j'utilise mon matériel, d'accord, j'aurais pu l'utiliser dans le bureau comme dans le bureau, mais par contre, je vais chauffer ma pièce de travail parce que effectivement, j'ai pas envie de me peler en travaillant si j'en ai les moyens. Ou alors, c'est l'effet rebond direct qui va être, je vais acheter un deuxième écran parce que c'est plus confortable, etc. Donc en fait, c'est un surcroît de consommation, soit dans le même secteur, soit dans un secteur différent, qui n'était pas forcément attendu au départ. L'effet rebond de la 5G, ça va être par exemple, on change tous nos terminaux pour que ça soit compatible 5G. Par exemple, moi, le mien, il n'est pas compatible 5G. J'en ai pas particulièrement besoin, mais je veux dire, si toutefois je souhaitais le faire, j'aurais besoin de changer mon terminal. Donc, c'est des effets qui sont absolument colossaux en termes de consommation inattendue. Voilà.
Merci. Je ne sais pas si Edouard ou Frédéric, vous vouliez ajouter. On peut ajouter plusieurs choses. Déjà, sur l'extractivisme, excusez-moi, on vient de voir Trump, en effet, il vient de faire un... Pardon, ouais. Oui. Esclavagisme. Exactement, ouais. Trump, il vient de faire un décret, justement, où il y a une réexploitation du charbon au pétrole, aux États-Unis, pardonnez-moi. Mais on peut voir également, je fais que des néologismes. Dans l'extractivisme, il y a aussi l'extractivisme, tu en parlais un petit peu, de nos données, donc qui a donné en fait définition au mot de capitalisme algorithmique. Donc le fait en fait qu'on va extraire nos données, extraire notamment notre comportement numérique, pour ensuite prédire en fait nos différentes décisions qu'on pourrait avoir. Donc c'est tout le scandale de Cambridge Analytica notamment. Donc bref, en fait, cette pollution, elle est évidemment en fait directement en essence en fait matérielle du vivant, mais aujourd'hui ça va même polluer nos comportements, l'infobésité, enfin bref. Donc c'est vraiment plus large que simplement malheureusement l'écologie classique, quoi. C'est bien ce que Béla a rappelé, c'est effectivement la matérialité du numérique. Déjà rappelé effectivement que l'industrie minière est l'industrie la plus polluante au monde. Et effectivement, on parlait tout à l'heure du côté propagandiste de l'expression intelligence artificielle, mais il y a un enfumage global des procédés marketing qui sont mis en avant. Quand on parle du cloud, c'est pas le nuage, c'est en fait des data centers, des câbles, des terminaux, et ensuite effectivement en bout de course tout le parc électronique d'objets qui nous est vendu, donc l'internet des objets qui avance, les frigos connectés, la domotique, tout ce qui nous est vanté, alors que foncièrement, nous n'avons pas besoin de frigos connectés, nous n'avons pas besoin de miroirs connectés qui nous analysent, nous n'avons pas besoin de tous ces éléments, mais tout est poussé pour nous montrer soi-disant une société fluide, une société de l'immédiateté, etc., mais en fait qui a un véritable impact, qui n'est pas immatériel et qui a un véritable impact. C'est la même chose quand on parle de dématérialisation des services publics, c'est pas une dématérialisation des services publics en fait, c'est plus de procédures numériques, plus de complications et moins de rapports humains, moins de rapports directs, suppression des guichets par exemple dans les gares, suppression des guichets dans les postes et un transfert vers des dispositifs numériques systématiquement, alors que c'est pas ce que les gens demandent. Donc en fait on nous vante quelque chose qui nous amène à une société avec une mise à distance du monde en fait, puisqu'effectivement le numérique nous impose un modèle. Merci. Donc vous avez à peu près tous les trois dépeint une image un petit peu de l'intelligence artificielle très nocive, très polluante. Est-ce que, sur une note un petit peu plus positive, est-ce qu'une intelligence artificielle, est-ce qu'un modèle d'IA, ou est-ce qu'il peut y avoir un peu d'espoir pour un peu mettre de sobriété dans tout ça, ou au moins limiter l'impact écologique de cette intelligence artificielle? On voit que de plus en plus, on arrive à faire des améliorations, des optimisations dans ce qui au début était très très polluant et ce qui est beaucoup moins, voire moins d'impact. Est-ce qu'on peut avoir espoir sur aujourd'hui de l'intelligence artificielle compatible avec nos modes de vie en tout cas, si ce n'est sobre énergétiquement ou en termes d'impact, en tout cas limité? Alors, moi, ça me rappelle en fait directement, évidemment, l'IA est technique, la technique est évidemment politique. Edouard nous en parlera, il nous en parlerait certainement beaucoup mieux que moi. Mais ça me rappelle en fait, je ne sais pas si vous êtes au fait de Bernard Stiegler, qui est un philosophe justement de la technique, et il parle en fait que chaque technique est un pharmacone. Donc un pharmacone, c'est un objet qui peut être à la fois positif, à la fois négatif. L'aspirine, typiquement, si on en prend, c'est plutôt positif, si on en prend trop, ça devient négatif. Internet et l'IA sont des pharmacones. Donc l'intelligence artificielle peut certes optimiser en fait un code ou un algorithme qui serait beaucoup plus long, beaucoup plus énergivore, beaucoup plus coûteux pour l'environnement, et donc le simplifier. Mais après, évidemment, et on revient à ce que vient de dire Béla, on va tomber après dans le paradoxe de Gévon, donc un effet rebond qui fait que le quota carbone, si on parle de quota carbone, est bien pire en fait à la fin qu'il l'est au début. Donc moi, je suis très pessimiste et très critique, malgré les optimisations que ça peut avoir pour le coût environnemental ou pour l'écologie en général. Ouais, moi je veux bien, moi je partage tout à fait ce que tu viens de dire. Moi j'aurais tendance à dire que
on nous fait le coup, entre guillemets, alors là pour le coup avec un P, c'est un peu du technosolutionnisme cette affaire-là, c'est-à-dire que finalement c'est mettre toujours la technologie au secours de quelque chose. Et si on veut améliorer les choses, on améliore les choses en vrai, quoi. On va pas passer par des tas de trucs magiques, apparemment, très coûteux toujours. De toute façon, d'un point de vue environnemental et surtout humainement, c'est catastrophique. Donc la question, c'est vraiment, je pense, c'est vraiment, ça rentre, l'IA au service de quelque chose, ça rentre dans ce qu'on appelle le Green by IT, ou l'IT for Green, c'est-à-dire le numérique qui vient au secours de quelque chose et qui va, par exemple, on nous a mis ça en tête, ça fait déjà 20 ans qu'on nous dit « Ah ouais, non, mais le numérique, d'accord, ok, ça pollue, mais en fait, ça peut quand même vachement permettre d'optimiser des tas de choses. » Et cette notion d'optimisation, je pense qu'elle est complètement frelatée de mon point de vue. Pourquoi ? Parce que optimisation, ça va vraiment avec la notion de croissance et d'accélération, toujours. Donc si on est un tant soit peu attentif à cette notion de ralentissement et avec vous, c'est pas un gros mot de parler de décroissance, je suppose bien. Donc, pas vraiment. Voilà. Donc, si on est un tant soit peu attentif à cette notion de décroissance, on ne peut pas décemment faire appel à toute une armada et tout un armement incroyable technologique pour soi-disant vouloir faire baisser les émissions de gaz à effet de serre, du machin, sachant que, je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est un des trucs auxquels il faut faire attention, sachant que nous, dans le numérique, quand on l'évalue environnementalement, on a 19 indicateurs. Donc la question du dérèglement climatique, même si elle est, on vit cette histoire-là dans notre chair depuis quelques années maintenant, d'autres dans le monde le vivent depuis longtemps, même si on vit ça concrètement, c'est un indicateur sur 19, donc il ne faut pas... soyons sérieux. Donc moi, je pense, pour répondre à ta question, que cette histoire de l'IT ou le numérique, ou l'IA en particulier, viendra à la rescousse de tous les autres secteurs pour faire baisser ceci vers cela. Moi, je veux bien faire baisser les émissions de gaz à effet de serre si tant est que la production diminue. C'est-à-dire que si on est en décroissance, ok. Mais si on veut rester à faire exactement la même chose et faire de l'optimisation, c'est totalement inintéressant pour nous qui sommes des personnes engagées, je crois. Et quand tu parles de technosolutionnisme, ça intéresse l'industrie de revendre à chaque fois de nouveaux éléments ou d'améliorer certains procédés, etc. Donc en fait, c'est une fuite en avant technologique qui continue, alors qu'en fait, on se rend compte qu'il y a un gros problème qu'il faudrait effectivement freiner, reculer véritablement. Et après, au niveau sociétal et au niveau individuel des personnes et quasi anthropologique, en fait, c'est qu'est-ce que ça fait d'être connecté avec une machine en permanence. Qu'est-ce qu'on délègue à la machine? À partir du moment où on délègue des facultés, on voit que ChatGPT, c'est très récent, c'est 2022, et maintenant la dernière étude aux États-Unis, donc 80% des étudiants à l'université utilisent ChatGPT, 50% des lycéens. Et qu'est-ce que ça amène de déléguer, effectivement, par exemple dans les processus d'apprentissage, à une machine? Et qu'est-ce que ça implique en termes de perte de savoir-faire, etc. Et maintenant, si c'est en termes de créativité, en termes de prise de décision, que la machine prend le pouvoir, en fait, on a une sorte d'amoindrissement des capacités qui va venir. Et les études qui sont faites même à Paris par certains, en Picardie, par certains journalistes qui demandaient aux élèves qu'est-ce que ça va vous apporter. Il a fait une étude avec des collégiens, il disait oui, mais regardez, en utilisant ChatGPT, on va avoir une meilleure note quand même globalement. Il a dit peut-être vous allez avoir une meilleure note maintenant, mais quand vous serez à l'université plus tard, en fait, vous n'aurez pas eu un processus d'apprentissage entre guillemets classique qui nécessite un effort finalement pour apprendre. Il y a toujours un effort. C'est pas la rapidité et la solution qui vient directement de la machine. Et tout ce qu'on délègue à la machine est perdu pour nous. Et tous les processus de dépendance, c'est pareil avec un écran. Quand on est avec un écran, il y a une mise à distance et il y a un effet de dépendance puisqu'on est dépendant d'un dispositif. Donc on ne fait plus par nous-mêmes. Alors c'est parfait parce que vous me faites la transition toute trouvée sur mon second point qui était précisément sur les écrans avec le développement de ce qu'on a appelé justement les écrans qui ont bercé beaucoup d'enfance sans forcément beaucoup de contrôle.
On voit aujourd'hui beaucoup d'études sur les effets un peu néfastes qu'ont la surexposition aux écrans, la surexposition aux smartphones en particulier, que ce soit pour les jeunes enfants lors de leur phase d'apprentissage ou même chez les adultes. Est-ce qu'on remarque des changements de comportementaux, cognitifs, avec... Alors c'est peut-être un peu trop tôt pour vraiment avoir de réelles répercussions, mais est-ce qu'on peut s'attendre à des choses un petit peu similaires avec l'intelligence artificielle, le fait précisément de toujours trop déléguer, et voilà, la surexploitation Oui, alors il y a déjà 2 études phares en fait qui ont déjà travaillé sur l'intelligence artificielle et les effets cognitifs. Je vais vous en parler, mais donc en fait ce grand chapitre donc côté Black Mirror de nos écrans, on appelle ça donc les technoférences. Donc il y a une interférence directe sur comment on est en fait dans la vie de tous les jours. Et donc je crois en fait que l'intelligence artificielle va nous moduler en au moins 3 points. Le premier, en fait, ça serait ce que je pense être ce qu'on appelle être le soi narratif. Donc, si en fait on doit se décrire, on se décrit à travers un récit. Je suis ça, j'ai fait ça, et mon savoir est ça. Aujourd'hui, en fait, on est en train de déléguer le champ du savoir en fait à l'intelligence artificielle. Donc, on est en train de perdre ce savoir. Et là encore, c'est une phrase de Stigler qui dit pas de saveur sans savoir. Donc finalement, si on n'a plus de savoir, on n'est plus des êtres désirants, donc on perd notre singularité, on perd ce soi narratif, et en fait on va vers une grande uniformisation de qui on est. Donc alors, premier aspect en fait qui va être touché. Deuxième aspect, c'est une étude des Kismeni qui vient de sortir, qui montre que à chaque fois en fait qu'on va faire un effort de lecture ou peu importe, on a un coût, donc un coût cognitif. Il va falloir en fait que l'ensemble du cerveau se mette en fait à lire pour ensuite comprendre et intégrer en fait l'information. Et en fait, ce coût cognitif, aujourd'hui, on est en train de le déléguer à l'intelligence artificielle. Donc c'est quand même fou, parce qu'on a une époque où aujourd'hui, c'est plus rapide de créer du contenu que de lire le contenu. Donc alors, les jeunes, et même nous autres, hein, vont prendre difficilement en fait, cet apprentissage cognitif que nous, on a eu. Et donc bref, alors si je reviens à ce côté coût cognitif, on est en train en fait, de déléguer le coût cognitif de la compréhension, de la connaissance à la machine. Et donc en fait, il va avoir une dette cognitive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, ils vont être capables de faire sans comprendre, mais dans 10 ans, en effet, c'est ce que tu disais, et bien en fait, ils vont avoir une dette cognitive de comment on fait la chose. Donc ça, c'est le deuxième effet. Donc alors, le soi narratif qu'on prend un coup, la dette cognitive, où on va en fait avancer avec toujours quelque chose qu'on n'aura pas eu. Et il y a aussi l'effort cognitif. Donc évidemment, l'effort cognitif, on le délègue à une machine. Et en plus de ça, c'est un cycle vicieux, parce qu'en fait, il vient d'être montré dans une nouvelle étude qu'en fait, plus on a confiance, moins on a confiance en soi, et plus on a confiance en fait en ChatGPT, et donc moins on peut avoir une pensée critique sur ChatGPT. Donc à l'inverse, si je le fais dans le sens inverse, plus on a confiance en soi, plus on va avoir une pensée critique vers ChatGPT, et donc moins on va le croire, plus on va recouper les informations. Donc ça veut dire en fait que, mettons, les jeunes qui auront appris avec ChatGPT auront moins de pensée critique, une confiance en eux et en elles, moins forte, et donc une plus grande confiance dans ChatGPT, et donc ça va alimenter le côté « je vais rechercher encore de la connaissance sur ChatGPT ». Donc bref, il va y avoir un effondrement cognitif quasiment certain dans les années à venir. Je ne sais pas si vous voulez rajouter 2 éléments. Okay. Très bien. Merci beaucoup. Alors, pour un peu faire suite à ce que vous dites, est-ce qu'il y a aujourd'hui des choses à mettre en place dès aujourd'hui pour limiter justement tous ces effets négatifs-là, tous ces effets de perte cognitive, ou alors c'est déjà trop tard? On va être positif, il n'est jamais trop tard. On parle de moratoire pour les méga-bassines, ça aurait été bien de faire un moratoire pour l'intelligence artificielle et notamment générative, parce qu'encore une fois, on l'utilise depuis bien longtemps. Rappelez-vous, dans Microsoft, il y avait le petit Clippy là, qui venait nous aider à faire du traitement de texte. Donc bref, ça fait un petit moment. Mais donc un moratoire, penser en fait et penser de manière critique la technique aurait été bon. Après, il va falloir apprendre également, puisqu'aujourd'hui en fait c'est là. Donc tu disais le chiffre de 80%. Moi j'ai le chiffre de 93% des 18-25 ans ont utilisé dans les 6 derniers mois en fait une intelligence artificielle. 50% d'entre eux l'utilisent tous les jours. Donc de toute façon c'est déjà là, donc c'est plus possible de l'interdire. Mais il faut quand même en fait leur faire imaginer ou nous faire imaginer un monde où on pourrait être en mode sans avion. Donc tout d'un coup, il n'y aurait plus aucun internet, plus web, plus rien du tout. Et comment on ferait en fait pour réfléchir?
Et donc en fait, il va falloir apprendre que ChatGPT, c'est simplement un support, qu'il faut d'abord avoir une pensée critique qu'on peut confronter à la rigueur à une machine pour voir si ça peut étayer soit nos argumentations ou autres. Mais il va falloir en fait apprendre à se servir de ChatGPT. Donc vous savez notamment, il y a un terme qui est souvent utilisé, c'est apprendre à écrire des prompts. Ils appellent ça la promptologie. Donc savoir écrire sur ChatGPT et surtout, encore une fois, critiquer la pensée, ou en tout cas en fait le ramassis de pensée que ChatGPT va nous faire par rapport en fait aux lectures qu'on peut avoir et la discussion qu'on peut avoir entre nous autres. Après, pour moi, il n'y a pas de déterminisme technologique. On peut faire différemment. En fait, on a très bien d'ailleurs vécu finalement Internet, l'arrivée d'Internet dans les années 90, à l'échelle de l'humanité, c'est une poussière, c'est rien. Effectivement, maintenant, le numérique colonise nos vies globalement. Tu parlais d'infobésité, on vit dans des temps où le rythme de l'information s'accélère, où il y a beaucoup de charges cognitives et voilà, de ces éléments qui nous entourent en permanence. Mais on peut au contraire faire aussi un pas de côté, décélérer, décroître et arrêter de nourrir la bête, de nourrir la machine, effectivement. Puisque cette société hyper connectée fonctionne avec nos données, avec nos traces, avec tout ce qu'on laisse sur Internet, essayer d'avoir des usages, développer une forme d'hygiène numérique, en fait, de baisser ce qu'on donne à la machine, et oui, décroître, ramener une dimension sensible, ce que disait Paul Watson aussi hier en parlant du sensible. Quand on est dans le chiffre et quand la machine quantifie tout, on est dans l'ère de la quantification, des normes, etc., c'est ramener cette dimension qui n'est pas quantifiable, c'est la dimension du sensible, de nos savoir-être, de nos savoir-faire qui ne peuvent pas rentrer dans un procédé informatique, dans des dispositifs numériques. Et ça, par contre, effectivement, ça exige d'arriver à tout ce qui est les éléments de la décroissance, les différentes chapelles de la décroissance, de freiner, faire des low-tech et voilà, des ressources qui sont plus facilement réutilisables, recyclables, tous des éléments vertueux à plus petite échelle. Et la question de l'échelle est très importante aussi. Dans des sociétés de masse dans lesquelles on est, effectivement, l'industrie produit en masse pour des masses. Et effectivement, ce qu'on peut regagner à la petite échelle, ça c'est très important. Parce que ça, l'industrie n'aura pas prise sur nous là-dessus. Donc un localisme bien pensé, quoi. On peut penser les enjeux au niveau global et agir au niveau local dans nos vies, là où on a prise dessus. Moi, j'aurais assez envie d'ajouter une chose qui me semble importante. Alors, 2 points. Le premier qui est, pour répondre à ta question directement, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'il faut faire avec, ou est-ce que c'est vraiment foutu ? La question, c'est qu'il faudrait s'intéresser un peu à l'école, quoi. Ça serait bien. C'est-à-dire qu'effectivement, avoir sérieusement une envie qu'à l'école, on apprenne des trucs. Non, mais vraiment. Et donc, donner des moyens et payer les profs, par exemple, un peu correctement. Deuxièmement, bon, ça c'est un point évidemment, je pense assez évident, mais la deuxième chose qui me semble très très importante, et ça va tout à fait avec ce qui a été dit juste avant, c'est le fait qu'il faut politiser le numérique. Qu'est-ce que c'est que cette affaire de ne jamais avoir pensé à ça ? La question du numérique, de ses coûts environnementaux, humains, cognitifs et tout ce qu'on veut, est un impensé, et notamment à gauche. Et ça, c'est terrifiant de l'observer, mais c'est vraiment une réalité. Et je ne suis pas la seule à le dire, hein, évidemment. Et je pense que c'est très grave. Enfin, c'est grave. Tant pis, c'est fait. Ou en tout cas, ça n'a pas été fait, justement. Mais ce qui est important, c'est de se dire, à partir de maintenant, on commence à penser le numérique. Et avec un A, comme le fait aussi, penser... avec un A également, comme le fait de façon intéressante le Mouton numérique. Je vous conseille d'aller voir ce qu'ils éditent et ce qu'ils font et ce qu'ils écrivent, parce que c'est un collectif passionnant sur la question éthique du numérique et autres. Et cet impensé à gauche, moi, m'effraie, parce que, effectivement, je pense que c'est... et là, je parle d'une manière militante, hein, c'est-à-dire au niveau des partisanes, d'un certain point de vue. Les partis politiques, alors je ne sais pas au niveau de la rêve ce qui se passe, je ne sais pas si c'est mieux ou pas, ou moins bien qu'ailleurs, de ce point de vue-là, mais étant proche d'autres partis, évidemment de gauche, hein, je ne vous le cache pas, bien sûr, la question n'est pas mise à l'ordre du jour, jamais,
le numérique n'est pas un sujet. Or, il est évidemment loin d'être neutre, c'est éminemment à politiser cette affaire-là. Donc c'est important. Parce que, et puis il y a une chose qu'on n'a pas parlé, quand je dis politiser, c'est aussi avoir un regard extrêmement lucide sur la question économique de cette affaire. C'est-à-dire que là, la GAFAmisation, enfin c'est moche hein, comme mot, mais enfin on comprend ce qu'on veut dire. La silicolonisation du monde, comme dit Éric Sadin, c'est formidable ce nom, parce que ça parle très bien. Voilà. Donc toute cette question-là, donc quand on dit il faut plus de sensibilité, plus de ceci, plus d'école, plus de cela, c'est bien, c'est important. Mais il faut surtout arriver à avoir un rapport de force économique. Il s'agit d'économie dans cette affaire, et pas d'autre chose. Il ne s'agit pas de nous-mêmes, il ne s'agit pas de nous, êtres humains, gentils, sympas, voire très naïfs parfois, dont je fais partie, mais il s'agit vraiment d'être économique, malheureusement. Et donc on est souvent réduit à des consommateurs, c'est ce que nous sommes au regard, en tout cas du point de vue des grands de ce monde, et notamment des GAFAM et autres. Voilà. Et ça, c'est, je pense, très important de mettre toujours notre réflexion sur le numérique, qu'elle soit sous le prisme de la politique, au sens vraiment action du terme, militant, et puis aussi au sens de la décision et au sens vraiment de l'économie, qui est évidemment inextricablement liée, voire beaucoup plus importante que nos dirigeants, nous le savons. Voilà. Je pense que c'est très très important, il me semble. Et pour rebondir sur ce que dit Bellam, en effet, il faut politiser la technique, mais typiquement pour l'IA, il y a aujourd'hui 40% des boulots qui sont assimilables par l'intelligence artificielle. Ça veut donc dire qu'il y a près de 40% des boulots qui vont bientôt ne plus exister et qui pourront être faits par l'intelligence artificielle. Et je ne crois pas non plus avoir entendu dans des partis de gauche, puisque ça serait certainement de eux que devrait venir l'idée, mais comme quoi justement l'intelligence artificielle, dans son côté pharmacone positif, eh bien, en fait, pourrait être une émancipation aussi du travail. C'est-à-dire que si la machine fait, eh bien, nous, en fait, on pourrait avoir un temps pour ne plus être dans l'emploi. Toujours être dans le travail, parce qu'on travaille continuellement, mais ne plus être dans l'emploi. Et ça, en effet, je ne crois pas qu'aucun parti n'en parle malheureusement aujourd'hui. Sauf alors je vous invite à lire le programme de la REV. Eh ben, je suis désolé. Parce que nous en parlons précisément sur le travail la technique émancipatrice pour réduire le temps de travail. Alors j'ai plus les chiffres exactement, mais à une vingtaine d'heures, on estime. 15-20 heures, alors je suis encore... C'est une manière alors de répéter ce que vous avez dit. Et oui, et pour répondre aussi rapidement sur la question numérique, en tout cas à la REV, c'est une question qui nous préoccupe beaucoup parce qu'il y a énormément d'implications dans notre quotidien, on le voit tous les jours, et c'est aussi précisément pour ça qu'on essaie de faire des tables rondes et qu'on trouve intéressantes et passionnantes de questionner sur la question du numérique sans avoir de dogme précis, mais en essayant voilà, de trouver un point d'équilibre dans tout ça. Vous parliez tous les trois un petit peu sur les GAFAM qui sont aujourd'hui un petit peu ceux qui dominent aujourd'hui le monde en tout cas de l'intelligence artificielle qu'on utilise au quotidien. Je mets de côté un petit peu l'IA médicale. Je parle évidemment de ChatGPT, sur Twitter pour ceux qui sont encore les plus courageux ou peut-être les plus fous d'entre nous ont vu fleurir depuis quelques années maintenant. Mais dis-moi, Grok, est-ce que cette information est vraie? Grok, qui est du coup l'intelligence artificielle créée par Elon Musk sur Twitter, qui est censée répondre aux questions. Le projet, c'est de répondre factuellement, sans biais, à des questions que certains peuvent se poser. ChatGPT, on le sait, est quasiment possédé maintenant par Microsoft. On théorisait il y a longtemps le quatrième pouvoir qui était celui de la communication et de la presse. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut estimer que l'IA peut être assimilée à un cinquième pouvoir ou relié au quatrième, mais pèse assez justement pour... les GAFAM ont aujourd'hui ce pouvoir-là d'imposer un petit peu leurs idéaux via l'intelligence artificielle.
c'est la continuation d'une tendance, c'est l'accélération d'une tendance. Mais effectivement, du coup, c'est le cœur actuellement. Quand on parle, par exemple, de la convergence NBIC, donc les nanotechnologies, biotechnologies, technologies de l'information et sciences cognitives, avec le I d'information, avec au cœur l'intelligence artificielle et les développements numériques, c'est le cœur des investissements européens, mais c'est pareil, il n'y a pas que les GAFAM, il n'y a pas que aussi la Silicon Valley, il y a aussi les Chinois, il y a aussi Singapour, il y a d'autres pays qui investissent massivement effectivement dans ces technologies. Donc oui, c'est le cœur qui est fléché, et effectivement qui est fléché, les investissements sont fléchés là-dessus, et c'est le gros des investissements, et ça nous amène vers un monde. Effectivement, il y a 10-15 ans, quand on parlait du transhumanisme, ça faisait sourire, mais maintenant, effectivement, ça fait moins sourire, puisque les transhumanistes dans la Silicon Valley, bon, Elon Musk, Peter Thiel, plein de personnes, Ray Kurzweil, Google X Lab, plein de personnes ont vraiment maintenant le poids de leurs actions politiques et de ce qu'ils mettent en place de manière économique dans les développements technoscientifiques, commence à imprimer vraiment l'ère du temps. Donc ça devient ça devient banal de prendre ses données corporelles, de calculer son temps de sommeil, de mettre des capteurs dans son lit pour voir si on dort bien, de globalement quantifier son réel en permanence. C'est tout ça, c'est cette idéologie qui avant faisait sourire, passait pour de la science-fiction, mais maintenant devient plus réelle. Donc ça c'est un danger effectivement. Si on pousse cette artificialisation du vivant globalement et de nos vies concrètement, ça va pas être possible. Donc il y a un rapport de force qui va se mettre en place, mais eux d'ailleurs s'isolent de nous, hein, ils créent des îles artificielles, se mettent à l'écart, pensent déjà en termes libertariens, complètement hors sol, se détacher de l'intérêt commun, de faire corps, de faire humanité en fait. Donc effectivement, c'est un grand enjeu d'activer ces rapports de force, d'arriver à bloquer cette méga machine qui se déploie. J'ai envie de rajouter aussi qu'on est quand même, là on est un peu tranquille ensemble, c'est très bien et c'est très agréable. D'ailleurs, je vais lire attentivement le contenu concernant le numérique dans votre programme. Je ne voulais pas être trop sévère par rapport à ça. Ne l'ayant pas lu, c'est vrai que c'était un peu... Bon. Mais la gauche en général, hein, je ciblais la gauche. Ce que je voudrais rajouter, c'est qu'en fait, on est quand même, osons le dire, appelons un chat, si on peut dire ça comme ça, on est vraiment dans une ère technofasciste, quoi. C'est pas autrement qu'on doit la nommer. Donc, et là, par exemple, moi, je suis toujours très étonnée. Là, je ne vise personne, mais bon, si un peu quand même. Enfin, en tout cas, certains organismes ou certaines institutions, je sais pas quoi. Mais par exemple, pour moi, le boycott, c'est quelque chose de très très bien à faire dans l'ensemble en général. Hein. Mais bon, ça n'engage que moi. Par exemple, être encore sur un réseau qui a une lettre genre fin de l'alphabet, pour moi, c'est insupportable, réellement, de pouvoir encore le pratiquer, par exemple. Quand on voit tout ce que ça représente et ce que les personnes qui sont à la tête de ce service-là, etc., ont engagé et ont participé à une modification du monde et de la fin de l'Occident, comme le disait la table ronde d'hier avec Pascal Boniface notamment, la fin de l'Occident, les valeurs un petit peu auxquelles auxquelles on était attaché. Là, on est vraiment dans le cercle de l'horreur, quoi. C'est dégoûtant, carrément, quoi. Donc, on ne peut pas rester on ne peut pas pratiquer certains réseaux où c'est vraiment la poubelle mentale du monde. Ce n'est pas entendable de mon point de vue. Excusez-moi, je suis un peu dur, peut-être, mais... Et pour étayer ce que disait Bella, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on est en train de remplacer en fait le savoir par l'information. Donc aujourd'hui, on est bombardé d'informations et on en est à cette époque de post-vérité. On ne sait plus qu'est-ce qu'on doit croire.
Et en plus de ça, en fait, l'intelligence artificielle a aujourd'hui en fait un monopole culturel. Donc c'est évidemment basé en fait sur l'ensemble des textes que ça lut. Donc ça va rappeler en fait tous les biais racistes, agistes, enfin bref, tous les ismes possibles. Et typiquement, ça me rappelle en fait une belle étude qui vient de sortir dans Nature, où en fonction en fait de la manière dont on dit notre phrase, eh bien en fait ChatGPT va en fait induire des mots qui sont complètement racisme. Donc alors c'est la différence en fait, c'est en anglais, c'est entre le I am happy, donc un anglais très classique, et I be happy, qui va être un anglais bien plus afro-américain. Et bien en fait, si on demande en fait à la machine de deviner qui a dit ça, et bien en fait, il va avoir des pensées très racistes et qui vont être directement annexées en fait à ces deux phrases. Soit ça va être une personne intelligente, alors ça va être le I am happy, et le I be happy, ça va être quelqu'un plutôt de lazy ou de stupide, donc paresseux ou stupide. Donc là, on est en train de donner le monopole de notre savoir et de notre information à une machine qui a des biais en fait, qui sont tous les biais de l'humanité aujourd'hui. Et imaginez une intelligence artificielle neutre. Est-ce que ce serait quelque chose de l'ordre du possible, ou elle viendrait forcément avec tous les biais humains que l'on peut avoir? Il n'y a pas de neutralité de la technique. La technique n'est pas neutre en fait. La technique est ambivalente. C'est un des grands apports de la pensée de Jacques Ellul, d'ailleurs, de ce que j'explique dans mon livre. C'est que les mauvais côtés et les bons côtés arrivent ensemble. En fait, on ne peut pas séparer un côté de l'autre. En fait, ça arrive immédiatement. Par exemple, l'outil vidéo, la vidéo. À partir du moment où il y a des plateformes vidéo qui existent sur Internet, vous aurez des contenus enrichissants, culturels, qui vous élèvent, etc. Et il y aura des contenus extrêmes, dangereux, de la pornographie extrême, des contenus... ces contenus existeront toujours. À partir du moment où le dispositif de la vidéo existe, on ne pourra pas neutraliser les effets négatifs. Voilà, ces éléments, c'est un tout, on accepte tout, c'est insécable. Et c'est valable pour tout type d'outils technologiques, pour tout type de dispositif. La technique n'est pas neutre, elle est ambivalente. Tout arrive ensemble. Et dans les techniques même en fait de l'intelligence artificielle, donc c'est des réseaux de neurones artificiels. Donc finalement aujourd'hui ça s'éloigne quand même du côté neurones purs, mais ça s'appelle réseau de neurones artificiels. C'est basé en couches comme ça l'est plus ou moins dans le cerveau, enfin, exactement d'ailleurs. Et sauf qu'en fait ce qu'ils essayent de faire, c'est en fait changer le poids des pondérations entre les différents paramètres pour enlever justement ces biais. Mais lorsqu'ils les cachent, en fait, ils sont toujours là dans les réseaux de neurones. Donc en fait, la neutralité n'existe pas. De toute façon, en fait, de base, ça a été pompé sur les textes de nous autres, donc on n'est pas neutre. Et en soi, la technique ne peut pas l'être, même si on la dissimule à travers un caractère technique, elle est tout le temps là dans les premières couches de neurones artificiels de la technique. Puis on pourrait rajouter un truc quand même assez incroyable, c'est le fait que derrière ces réseaux de neurones, etc., et toute cette armada de techniques, il y a plein d'humains qui travaillent pour nous, donc c'est quand même vachement important quand même de le souligner, parce que les sacrifiés de l'IA, vous avez peut-être vu un documentaire sur France Télévisions, c'est un documentaire d'Henri Poulain, je vous conseille vraiment de le voir si vous avez envie si vous êtes intéressé par ces questions-là, humaines derrière l'écran, en amont, et dont les sacrifiés de l'IA, donc c'est pour ça que la neutralité, déjà, il y a certains types de réponses, mais en plus, l'IA de toute façon dépend de petites micro-tâcherons du clic et autres fantaisies de ce genre-là, qui sont évidemment exploitées, super mal payées, avec des conditions et des violations des droits humains manifestes. Donc même si on arrivait à faire un petit peu d'IA un peu sympathique et neutre et gentil et pour le bien de l'humanité, ce dont je doute, de toute façon on aurait besoin d'exploiter d'autres gens ailleurs. Donc déjà c'est un mauvais plan, mauvaise pioche, c'est pas la peine à mon avis c'est une mauvaise idée. Je voulais revenir sur un point, si je peux me permettre. Par rapport à la question d'une IA éventuellement émancipatrice, notamment au niveau du travail. Et je pense que, enfin, moi j'y crois pas trop, mais ça c'est perso, ça n'intéresse personne à la limite. Mais par contre, ce qui est intéressant, je pense, de souligner, c'est que ce qu'on observe quand même jusqu'à présent, on est vraiment très très loin de l'émancipation éventuelle, même si c'est une idée sympa. C'est que, au contraire, on constate une polarisation très forte. C'est-à-dire, on a de plus en plus de personnes très hautement qualifiées, de plus en plus de personnes hyper pas qualifiées, c'est-à-dire des OS, c'est-à-dire des super prolétaires, puissance je ne sais pas combien.
Et ce qui est au milieu, et ça tu le disais, hein, les 50% de métiers qui vont peut-être disparaître ou je ne sais pas quoi, tous ceux qui sont au milieu n'ont plus lieu d'être, enfin n'auront plus lieu d'être. Donc c'est assez catastrophique parce qu'on va avoir besoin effectivement de têtes pensantes, ça c'est à n'en point douter. Par contre, on a de plus en plus besoin de sous-fifres, de prolétaires à mort, quoi. Vraiment, et c'est le cas de le dire, puisqu'on les épuise, les fameux sacrifiés. Alors, on peut les appeler les sacrifiés de l'IA quand ça concerne l'IA, mais on les appelle, comme le dit Kazili, je vous conseille son bouquin en entendant les robots notamment, un de nos grands spécialistes sur les travailleurs du clic, c'est effectivement les micro-tâcherons, les micro-workers et toutes ces personnes-là qu'on presse jusqu'au dernier centilitre de jus et de sang pour leur faire des saloperies. Et notamment les modérateurs de contenu qui ont un travail absolument redoutable à faire pour justement nettoyer nos réseaux, pour qu'ils soient à peu près viables de notre point de vue à nous, mais qui se tapent effectivement toutes les horreurs du monde. Donc je veux bien qu'on essaie d'émanciper avec l'IA pour nous, cadres sympathiques, bien mis et cadres propres sur soi finalement. Mais derrière ces fameux... non pas gilets jaunes, j'allais dire, mais derrière ces cadres et ces blouses blanches se cachent beaucoup de blouses bleues, quoi. Hein, c'est terriblement. Donc quand on parle de travail, ici en Occident, en France, etc., où on a envie d'émanciper les gens, ça peut être tout à fait intéressant d'étudier la question de près, mais si c'est au dos, enfin si c'est au détriment de toute une série de personnes et de millions, parce que là, d'après l'OIT, c'est autour de 400 millions de micro-workers mondialement. Si c'est au détriment d'une vie terrible de leur côté, ça n'a aucun sens. En tout cas, si nous, on est attachés au vivant, on ne peut pas raisonner comme ça. Merci beaucoup. Je vais bientôt vous laisser la parole. Avant, je vous laisse juste quelques questions avant de finir sur les questions-réponses. Vous parliez, je crois que c'était vous, Frédéric, qui parliez de Cambridge Analytica et du scandale qu'il y a eu notamment en 2016. Sur le développement d'intelligence artificielle, est-ce qu'on a des choses à craindre très concrètement sur propos de notre démocratie? Est-ce que l'IA aujourd'hui peut être une menace concrète sur notre démocratie ou sur en tout cas la souveraineté du peuple à décider par lui-même? Oui, évidemment. Alors déjà, je le disais, dans l'uniformisation des idées, ça nous amène à un ramassis d'idées, en fait, encore une fois, qui est une grande moyenne en fait, de la plupart des mots qu'on va utiliser. Donc notre pensée est en train de s'uniformiser. Mais au-delà de ça, en fait, l'intelligence artificielle en fait, va réfléchir par sphère. Donc par sphère en fait, de réflexion, va en fait utiliser beaucoup ce qu'on appelle le biais de confirmation. On adore en fait quand quelqu'un nous dit oui, c'est vrai, tu as raison. À chaque fois qu'on va poser une question à ChatGPT, il va jamais nous répondre par la négative, il va nous dire oui. Donc en fait, toutes ces sphères en fait alimentées notamment par les réseaux sociaux vont affirmer en fait ce qu'on pense déjà. Donc ça va en fait polariser complètement notre pensée et notre parole. Et donc qui dit polarité, bah, ça nous amène encore une fois vers cette post-vérité et vers l'idiocratie notamment, quoi. Donc oui, totalement. Les dangers pour la démocratie, c'est aussi effectivement l'arrivée, les portes d'accès à l'information par l'IA, par ChatGPT. Effectivement, le moteur de recherche actuel, le quasi monopolistique, c'est Google. Mais si le moteur de recherche devient ChatGPT... Google qui implémente aussi de l'IA aujourd'hui ouais. dans ses réponses. Oui, bien sûr, de son côté aussi. Mais ça devrait... si ChatGPT devient la porte d'entrée, ChatGPT a un taux d'erreur entre 3 et 5%. Donc déjà, on arrive sur quelque chose qui est faussé, qui a énormément de biais, comme tu disais, mais du coup c'est un grand danger. Ensuite, il y a toutes les possibilités effectivement de l'IA générative, de création de faux contenus, de modification de la voix, de création de deepfake, de fausses vidéos. Et effectivement, maintenant, la plupart des gros médias embauchent des informaticiens, c'est depuis 10 ans, pour vérifier les contenus vidéo qui arrivent, pour vérifier que les images ne sont pas truquées ou que ce ne sont pas des images modifiées qui ont été tournées ailleurs, sur une autre zone de conflit par exemple. Et c'est nouveau en fait, mais c'est parce qu'on peut arriver à truquer la réalité. Et donc là, on est dans l'ère du simulacre, d'arriver à fausser notre réalité. Donc ça doit nous pousser à avoir toujours un esprit critique, mais c'est un grand danger, effectivement. Donc ça doit nous pousser à analyser à chaque fois ce qu'on nous propose et prendre un temps d'arrêt, un temps de recul, pas subir ce poids
d'une information qui va toujours plus vite. En fait, refuser le diktat d'une accélération du temps. En fait, prendre notre temps, reprendre notre temps. Et donc rapidement, pour conclure sur cette première partie, existera-t-il une humanité après Sapiens ? Je ne sais pas si vous voulez ajouter un mot de la fin sur cette première partie. Je pense que l'humanité existera toujours, de toute manière, c'est sûr. Mais par contre, oui, on peut parler d'homo numericus, d'homo technologicus, d'une nouvelle forme d'humanité qui serait en symbiose ou qui serait trop bouffée par la machine. Mais voilà, il y a un invariant anthropologique, l'humanité restera de la même manière que les animaux sont des animaux, les plantes sont des plantes, on ne va pas s'hybrider avec la machine, on ne va pas déléguer notre pouvoir à la machine, on ne va pas devenir dépendant des grandes structures d'un monde informatisé, numérisé à outrance. Donc l'humain restera, nous sommes des mammifères, nous sommes des animaux, donc l'être humain restera un être humain. Moi aussi, je pense que oui. Alors, mon côté universitaire voudrait que je redéfinisse les termes. Donc, humanité, donc être humain, homo sapiens. Homo, évidemment, c'est un caractère notamment morphologique et génétique qui va nous décrire, donc décrit par Linné il y a près de 3 siècles maintenant. Donc oui, évidemment, en fait, l'humain va pas changer comme ça, mais après, donc le côté sapiens, qui est donc le côté intelligent, intelligible, peut-être qu'on va être des homo micro-sapiens, parce qu'en fait, on va tout déléguer à la machine. Mais en tout cas, l'humanité restera. Ouais. Alors moi, j'ai pas de point de vue là-dessus. Je pense qu'il faut juste qu'on agisse, tout simplement. Donc, je suis moins philosophique, si vous voulez. Je suis beaucoup plus dans l'action là-dessus. Mais évidemment qu'on va subsister. Enfin, on va être encore là. Mais je pense, par contre, qu'il faut absolument agir très, très, très rapidement. Et alors, je vous invite à peut-être imaginer ce qu'on peut appeler une désescalade numérique, parce que là, on est vraiment un petit peu dans l'embarras quand même, on est quand même dans un gros problème. Et je voulais juste évoquer une initiative que j'ai eue, enfin qu'on a eue chez Point de Mire, en créant un collectif autour de la question de la décroissance numérique. Donc c'est la première fois qu'un groupe s'empare de cette question-là au sens strict, on va dire, avec une série de journées de réflexion intenses, etc., avec beaucoup de structures associatives, collectives de tout ordre. Et on a mis en place, et juste pour, du coup, je pense que ça peut être intéressant aussi pour la rêve, c'est, on dit le ou la rêve ? Là. Ouais, j'avais un doute d'un coup. Ça peut être intéressant dans le sens où on a essayé de plancher, enfin ce collectif a essayé de plancher sur la question de la désescalade numérique au vu dans la perspective des municipales 2026, parce que c'est demain, hein. Et donc, on a fait un petit programme. C'est sympa parce qu'il est déjà fait en plus. Vous pouvez piocher dedans. Et donc, on a fait un programme de 10 mesures qui sont développées, où on invite les municipalités, les communes, enfin les collectivités territoriales communes en l'occurrence, à s'inspirer, puis surtout à se dire, bah, tiens, alors, par exemple, au regard de l'IA, qu'est-ce qu'on veut, nous, dans notre commune ? Bah, en fait, on veut pas, par exemple, on souhaite que les agents n'utilisent pas, on invite à une non-utilisation de l'IA, en tout cas générative, en l'occurrence ici, pour telle et telle raison, et on explique, etc. Et en fait, on a 10 points, 10 mesures très clairement proposées, de manière à ce que, effectivement, peut-être que, quels que soient les partis, alors à droite, j'en sais rien, mais au moins, je pense que du point de vue de la gauche, il y a des choses qui peuvent être tout à fait entendables et peut-être inspirer d'autres mouvances. Voilà. Donc je pense que c'est peut-être intéressant. Et c'est ça qui va faire qu'on va pouvoir continuer à subsister, me semble-t-il, c'est en agissant, et notamment à travers ces questions-là, quoi. Et là, je parle que de la partie numérique, c'est vraiment très réducteur à la vie, c'est pas que ça. On est d'accord. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Je vais... Merci beaucoup. Je vais demander du coup à Lou si tu veux bien passer le micro. Là, ça y est, le temps face. Merci beaucoup. Souvent, effectivement, quand j'entends des conférences sur l'IA, c'est est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal ? Bon, alors que là, vous n'êtes pas tombé là-dedans, donc je vous remercie beaucoup.
Moi, j'aimerais bien savoir quelles sont vos perspectives. Je pense que c'est intéressant de penser à la question de l'effondrement du numérique, parce que la question des métaux, on est en raréfaction. Et donc, quand est-ce que vous estimez la raréfaction des métaux qui font que nous n'aurons plus du numérique pour tout le monde en Europe? Et comment on peut penser, je pense que plus on aura une pensée prospectiviste, et notamment par rapport à la question éducative, parce que là, effectivement, on éduque nos enfants pour des métiers obsolètes, et en fait, il y a une vraiment grande difficulté à visibiliser quels sont les métiers de demain. Et quand on regarde sur Internet, c'est une grosse erreur, puisqu'on va voir les data scientists et tout le tintouin. Alors que, par ailleurs, il y a des travaux, hein, parce que moi, c'est ma spécialité sur les métiers de demain, et donc je suis plutôt, effectivement, à prendre en considération tous les aspects, les 9000 limites planétaires, la raréfaction des métaux, etc. Et donc, je voulais savoir, voilà, comment vous voyez le futur sur la raréfaction des métaux, et donc, qu'est-ce qu'il y a à penser? Parce que j'avais une discussion sur les angoisses de sortir sur son téléphone. Et il y a 25 ans, je sortais sur mon téléphone, puisque ça n'existait pas encore. Ben, il y avait des cabines téléphoniques. Et donc, ça pose des questions, parce que nous ne pouvons plus nous déplacer s'il n'y a pas de cabine téléphonique. Et donc, pour avoir une vision prospectiviste, il faut qu'il y ait des personnes qui dessinent avec la raréfaction des éléments. Voilà, je vous remercie pour vos réponses. Moi, je veux bien répondre rapidement. C'est difficile parce que vous posez c'est des éléments extrêmement intéressants, passionnants. En termes de métaux, alors moi, je pense que ce serait totalement déraisonnable de répondre à la question de manière concrète, c'est-à-dire dire oh, bah, t'en as pour 20, 30 ans, etc. Ceci dit, si on écoute par exemple, pour rester sur la question minérale pure, et la question de l'extraction des métaux, etc., des minerais, on est sur plutôt des discours. Enfin, moi, je suis plutôt des discours d'Aurore Stéphan chez Systex, par exemple, que je vous invite d'écouter parce qu'elle est passionnante. Et elle a toutes les qualités, cette femme, c'est assez incroyable. Et du coup, elle parle très très bien de son métier. Et du coup, elle dit qu'effectivement, on est en train de vendre notamment aux jeunes du numérique qui va effectivement plus exister dans 20, 30, 40 ans. Donc, elle donne des ordres de grandeur comme ça. Après, il y a des Philippe Biwix qui spécialise des métaux, en tout cas, originellement. Il est effectivement, il a jamais voulu donner de chiffres exacts parce que c'est très compliqué. C'est dans la question des minerais, il y a à la fois la question géologique, mais c'est pas tant ça qui pose problème, quoique quand même, parce qu'on a 5 industries qui sont concurrentielles. On a une industrie qui marche super bien, c'est l'armée, et qui a besoin des mêmes métaux que nous avons besoin dans le numérique. On a une autre industrie, c'est ce qu'on appelle la mobilité douce. Waouh, Tesla et compagnie, c'est de la mobilité douce, hein, vous savez. Ensuite, on a tout ce qui est l'énergie renouvelable. Bon, tout ça, on se dispute le gâteau d'un certain type de métaux. Donc, du coup, ça, c'est vraiment un sujet, une espèce de concurrence de certains secteurs. Deuxièmement, il y a la question critique, et la criticité des matériaux, c'est-à-dire effectivement la question à la fois géologique, mais aussi géostratégique, géopolitique. Par exemple, effectivement, les terres rares, vous avez entendu parler des terres rares, j'imagine, les lanthanides auxquels on rajoute l'yttrium, les scandium. Et bien ça, par exemple, la Chine a le monopole à 100% des terres rares dites hautes, parce qu'il y en a des hautes, des basses, bon, peu importe. 100% de monopole de la Chine. Donc, je veux dire, il y a aussi cette ultra-dépendance. Donc, en fait, c'est pas uniquement la question de la rareté, concrètement parlant, géologiquement parlant, sachant qu'il faut quand même creuser de plus en plus profond, avec de plus en plus d'énergie, pour ensuite nous créer une société dite bas carbone. Bas carbone, ça veut dire haute matière. Hein. Quand on vous dit bas carbone, décarboné, etc., ça veut dire plus de mines, donc plus de saloperies, plus de destruction du vivant, etc. Donc bas carbone, enfin voilà. Je ne dis pas qu'il ne faut pas décarboner, mais il faut surtout décroître, en fait. Donc voilà, donc ça c'est pour répondre à une partie de la question. C'est qu'effectivement, on ne peut pas donner vraiment de chiffres, mais grosso modo, 50, 70 ans et on est bon. Et l'avenir, c'est la low-tech, clairement. Ouais. Ah oui, juste un petit truc qui va vous plaire beaucoup et qui pourrait plaire peut-être à d'autres, ces cabines téléphoniques, elles réexistent. Il y a une boîte qui s'appelle Common, qui est une boîte qui loue du matériel informatique, notamment du Fairphone, etc., qui est à Strasbourg, et qui a inventé des nouvelles cabines téléphoniques. Il y en a donc déployé quelques-unes à Strasbourg. C'est extraordinaire d'avoir à nouveau la sensation, j'ai testé, et c'est super,
de pouvoir sortir. Vous pouvez oublier votre truc, là, votre téléphone, et vous avez une cabine téléphonique. C'est extraordinaire. C'est une sensation de bonheur infini. Ouais. Effectivement, effectivement pour les cabines téléphoniques et l'arrivée de la téléphonie mobile dans les années 90, c'est vrai que si on recule dans les années 90, toutes les études d'opinion en Europe, en France, à 70-80%, les populations disaient « mais je n'aurai jamais de téléphone portable ». Les téléphones portables, c'est pour les services d'urgence, c'est pour les hôpitaux, c'est pour l'armée, c'est pour voilà, Et en fait, massivement, il y a eu un équipement. Les gens qui sont très technophiles, néophiles, qui aiment la nouveauté, etc., s'équipent un tout petit peu. C'était des gros sabots, là, comme on voit dans le film Wall Street avec Michael Douglas. Et on a cassé l'ancien service, c'est-à-dire les cabines téléphoniques ont été démontées progressivement. Donc après, il y a eu un équipement massif des gens à partir des années 2000, premier smartphone 2005, premier iPhone 2007, et maintenant on a un taux d'équipement d'environ 90% de la population. Alors il y a des personnes comme moi qui n'ont pas de téléphone portable dit intelligent, donc qui ont des ciliés. Oui, j'ai jamais eu de smartphone, donc je reste à un petit téléphone qui me permet de téléphoner et d'envoyer des messages, mais pas de téléphone connecté. Donc on est environ 10%. Donc effectivement, on est une minorité, mais c'est toujours possible. Mais effectivement, si on rétablit cet ancien service, en fait, il y aura une alternative. Effectivement, quand il n'y a plus d'alternative, effectivement, on est obligé de... Et effectivement, tout est poussé pour le côté pratique du téléphone. Effectivement, recevoir ses mails dessus, il y a un appareil photo, on peut faire des vidéos, etc. Donc tous ces éléments sont importants aussi. Et après, au niveau de la prospective et de la finitude des ressources, c'est très difficile d'avoir cette prospective, mais en gros, la décennie 2040 ressemblera pas à la décennie 2020, ça c'est certain, en termes de finitude des ressources, en termes de raréfaction des ressources. Donc j'imagine qu'on arrivera à des réseaux moins concentrés, à des réseaux maillés, à recycler ce qui est recyclable, parce qu'effectivement c'est très dur de recycler les terminaux, mais il y aura forcément une restriction, une sorte de démondialisation, et sans doute un Internet global qui restera pour les plus puissants, etc. Là, c'est vraiment des hypothèses, hein. C'est difficile de savoir ce qui va se passer, mais ce qui est sûr, c'est que ça va nous permettre de resserrer nos échelles 2040, 2050, puisqu'effectivement, on ne pourra pas faire, puisqu'effectivement, il y a ce qui explique bien Aurore Stéphane, il y a cette finitude. C'est pour ça que c'est pas un feu de paille, c'est une sorte de fuite en avant technologique qui est poussée par le technocapitalisme, donc par les GAFAM, par tous ceux qui produisent, par l'industrie du numérique, de faire de l'argent comme ça, en nous vendant des choses dont on n'a pas besoin, c'est-à-dire l'Internet des objets, de la domotique, des choses de plus en plus connectées, de plus en plus virtuelles, parce que voilà, ils ont cette capacité à faire de l'argent en poussant une machine qui va ralentir de toute manière. Par contre, effectivement, c'est dur de discuter avec certains chercheurs en IA ou d'autres qui ont une vision très réel politique, de dire de toute manière les GAFAM iront chercher les nodules polymétalliques, on trouvera encore des ressources. Effectivement, on peut détruire encore plus les océans, et effectivement l'exploitation commence. De là, aller chercher des astéroïdes comme veut faire Elon Musk aussi, et aller capter un astéroïde, c'est très gourmand en énergie. Donc de manière, tous les chercheurs disent pour l'instant c'est pas possible, ça nécessiterait beaucoup trop pour ramener sur Terre un astéroïde. Par contre, détruire les fonds marins, ça c'est plus simple à faire. Donc oui, sans doute ils vont le faire. Si on n'arrive pas à bloquer, oui, il y aura, mais c'est pareil. Il y aura une courbe descendante à un moment, d'ici les décennies 2040-2050. Juste une seconde, Frédéric. La question est extrêmement intéressante et la réponse nécessaire. Si on peut aller un petit peu plus vite, s'il vous plaît, parce qu'il y a, je pense, beaucoup d'autres questions et on passe beaucoup de temps sur cette question. Je vais faire très rapidement, je suis en total écho avec mes collègues. Juste, évidemment, cette décroissance ou cette post-croissance ou cette désescalade numérique, même si on la voudrait, ou en tout cas je la voudrais franche, il va falloir qu'elle se fasse par palier, parce que comme vous le disiez, on est passé aujourd'hui à des processus d'addiction. On est tous addictifs en fait à ce genre de machine. Donc évidemment, comme toute addiction, on ne peut pas arrêter de manière directe, quoi. Donc ça va être un processus qu'il va falloir accompagner en plus de ça. Merci beaucoup.
Bonjour, merci à tous les intervenants de cette table ronde. Alors moi j'avais une question, ou je ne sais pas si c'est une question ou si c'est plutôt une remarque, c'était par rapport au chiffre de 40% d'emplois qui n'ont plus lieu d'être à terme. Ou voilà. Alors c'est pas tellement sur ce chiffre, mais c'est au moins sur cette idée qu'il y a tout un tas d'emplois qui sont remplaçables et que c'est inéluctable, etc. Il me semble que ça, c'est un discours qui est quand même porté par les vendeurs de l'IA, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont tout intérêt à vendre cette idée pour espérer mettre la main sur la manne que représente cette masse salariale à terme, quoi. Et donc, voilà, c'est pas vraiment une question, enfin, peut-être. Et donc, moi, je suis assez d'accord, justement, avec ce que disait Bella là-dessus, sur le fait il me semble que l'idée de ça va être vraiment une polarisation des travailleurs extrêmes via ce biais. Et donc, je ne sais pas si c'est une réalité, cette histoire de 40%, ou si c'est une volonté et qu'on est intimé d'y croire pour servir ces intérêts-là. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez réagir. Déjà, le chiffre de 40%, puisqu'il faut le référencer, il est sur Framamia. Donc le Framamia, vous savez, c'est un des articles en fait, du Frama World. Donc le Frama, c'est tout le monde en fait open source qui va essayer de contrer justement les grandes GAFAM. Donc là, c'est pour sourcer en fait le chiffre. Après, les 40%, c'est comme l'ambivalence d'une technique. On peut faire de cette phrase soit en parler plutôt positivement, soit négativement. Vous avez choisi négatif et je vous rejoins entièrement sur ce que vous avez dit. Merci. Merci, bonjour. Vous parliez de rapport de force économique. L'entreprise dévastatrice Shein lève en quelques semaines 100 milliards de dollars en 2022. Son modèle économique repose sur l'IA, vole les créatrices du monde entier. Temu également vole les illustrations et autres créations d'objets et de décoration, voire d'utilitaires dans le monde entier par le biais de l'IA. Que proposez-vous comme solution de survie des entreprises et des petits créateurs face à ces monstres mondiaux du capitalisme? Et quel est le modèle du coup du futur pour les entreprises de ce type? Est-ce qu'il faut débrancher? Est-ce qu'il faut faire que des petits salons de création et d'art et d'objets? Comment avoir un rapport de force avec ce type d'entreprise? Rapidement, moi je pense que ça revient un peu à ce qu'on disait, politiser le truc déjà, pour commencer, continuer à voter, être militant pour qu'on puisse être gouverné correctement par des gens qui ont envie de faire l'intérêt général et pas l'intérêt privé. Quand on regarde les chiffres de qui s'est enrichi depuis que l'avènement de Macron en 2017, je crois, si mes souvenirs sont bons, c'est les ultra-riches, etc. Enfin, tout ça. Donc je pense qu'il faut vraiment se mobiliser politiquement à fond pour qu'effectivement on puisse avoir à nouveau une réflexion sur la mondialisation, et donc la non-mondialisation, la localisation, et ça rejoint un peu ce que tu disais aussi, c'est-à-dire vraiment l'avenir, c'est le local, le territoire, le truc, et c'est l'intérêt général absolu, c'est l'intérêt privé, il ne faut plus en entendre parler, quoi. Et ça, alors c'est très facile à dire, c'est super difficile à faire. Je ne sais pas comment, moi j'aimerais bien être élu, mais je ne le suis pas. Alors bon, voilà, c'est tout. Donc peut-être un jour, mais en tout cas, j'aimerais bien pouvoir agir vraiment beaucoup plus sur ce fil du rasoir-là. Et alors moi, j'ai aucune... enfin, à part cette réponse un peu baveuse, je ne sais pas trop. Ah. Mais j'avoue qu'il faut continuer, par contre, à se mobiliser d'une manière militante, ça c'est évident, quoi, pour détruire tout ça. Puis merci pour vos exemples, Temu et compagnie. Les exemples concrets en termes de volume, c'est très intéressant. Après, les buts s'organisent, il y a des collectifs qui se créent en ce moment, avec le contre-sommet de l'intelligence artificielle organisé par Eric Sadin et Eric Barbier et le SNJ, le Syndicat national des journalistes, à Paris, au moment où il y a eu le sommet de l'IA organisé par Emmanuel Macron et l'État indien, donc au Grand Palais.
à parté d'ailleurs, la presse a été discréditée et non autorisée à venir à ce salon quand les chefs d'État étaient là, parce qu'il y avait 120 chefs d'État, et France 2 et France 24, donc le service public international, n'ont pas été accrédités. C'était très étrange de voir que... Voilà. Mais je pense que Macron voulait être tranquille avec tout ce petit gratin techno-capitaliste. Donc il y a eu ce contre-sommet, il y a des collectifs, et effectivement dans les métiers de la culture et les métiers graphistes, traducteurs, interprètes, comédiens, comédiennes de doublage, tous ces métiers maintenant essayent de préserver. Donc il y a des collectifs qui se créent, notamment pour la traduction, pour une traduction humaine en chair et en os. Voilà, c'est un collectif qui se crée et on essaye de bloquer, donc d'arriver à dialoguer aussi avec les institutions, le Centre national du livre, pour préserver une traduction humaine, parce qu'effectivement les capacités de la machine progressent énormément et donc il y a une possibilité de destruction, d'amoindrissement, ce qu'on voit avec le métier de graphiste notamment, qui est voilà, c'est sûr que si une intelligence artificielle amène quelque chose très rapidement, les entreprises vont pas avoir un budget pour faire travailler un graphiste ou un designer, etc. Après, la machine ne remplacera pas l'humain, parce qu'il y a toujours cette patte humaine, etc. Mais ça risque de dégrader les emplois systématiquement. Donc là, le front, c'est lutter pour s'organiser contre ces avancées-là, contre cette disparition des emplois, des savoir-faire, des métiers. Et elle s'organise. Donc ça prend du temps, mais il y a une grosse prise de conscience qui a quand même eu à ce moment-là au niveau du contre-sommet. Il y a des réunions, des syndicats qui s'en emparent aussi. Mais il faut faire feu de tout bois pour amorcer un rapport de force. Et utiliser des alternatives numériques. Typiquement, le web, donc là où en fait on va écrire notre adresse URL ou autre, au départ c'est une invention du CERN, donc européenne, et en fait la Silicon Valley en fait a pris ça pour prendre nos données. Donc bref, plutôt qu'utiliser Google, utiliser DuckDuckGo ou alors Tor, qui permet d'avoir un accès au Darknet, mais au-delà de ça on peut avoir accès à Internet de manière totalement normale. Enfin bref, toujours utiliser les alternatives, lire évidemment tous les RGPD, mais ça c'est impossible, donc aller vers les alternatives numériques. Merci. Oui, donc d'abord je vous remercie pour ce thème et pour la qualité de vos interventions. Donc ça va être relativement court. Je voulais savoir d'où viennent les ressources intellectuelles qui alimentent l'IA. Est-ce qu'il peut y avoir un contrôle là-dessus ? Si on est presque obligé d'utiliser l'intelligence artificielle, est-ce qu'il y en a certaines qui valent mieux que d'autres ? Et si je résume vos positions, en fait, plus il y a d'intelligence artificielle, moins il y a d'intelligence humaine. C'est le risque. Oui, pour l'intelligence humaine versus intelligence artificielle. D'où ça vient ? De l'ensemble en fait des textes qui ont été numérisés sur Internet. Donc en soi, tout ce qu'on a pu écrire, toutes nos données, mais évidemment le savoir, hein, les livres qui ont été numérisés. Les alternatives, elles ont plus ou moins toutes la même manière de marcher. Après, si on veut parler de souveraineté, on peut utiliser Mistral, qui est l'intelligence artificielle phare développée en France. On parlait du Framaworld, il y a Loka qui est une intelligence artificielle qui a été inventée dans le monde de l'open source. Mais en soi, évidemment, ça va pas enlever en fait le côté énergivore en fait de l'intelligence artificielle, ni le substitut cognitif que ça peut être, quoi. Donc il y a des moins pires, mais en soi, c'est un pire quand même. Bonjour, merci beaucoup pour tout ça. Moi, j'avais une question. Vous parliez de la gestion de la raréfaction. Et bien entendu, vous parliez du fait que l'armée en avait besoin, etc. La question qui suit, c'est le lien entre l'intelligence artificielle et la guerre. Ça n'a pas été dit sur cette table ronde, mais on voit que les drones servent à Gaza pour tuer des gens hors sol. Et bien sûr, on pense à l'Allemagne nazie et au Lebensraum à un moment, puisque c'était quand même une des choses qui est ressortie de l'Allemagne nazie, c'était le fait de vouloir avoir plus d'espace pour pouvoir se développer. Donc voilà, se pose quand même la question ultime, puisque existera-t-il une humanité après Sapiens ? On se pose quand même la question, en vous écoutant, du lien extrêmement étroit, finalement, entre l'IA
le fait de faire la guerre et le fait d'avoir des guerres pour continuer l'IA. Ouais. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste de... Merci 1000 fois d'avoir évoqué ça, parce que j'avais un peu honte tout à l'heure, en écoutant... je me disais, mince, on n'a pas du tout évoqué IA et guerre, IA et armée, donc c'est scandaleux de ne pas l'avoir fait. Alors après, moi, je ne suis pas du tout compétente là-dessus. Ce que j'ai juste envie de dire, c'est que effectivement, c'est fondamental et il faudrait vraiment le poser à chaque fois. Moi, ce qui m'inquiète aussi, pour en partie répondre à ta question là, c'est le fait que l'IA ait la décision qui est prise à notre place. C'est ça dont il s'agit finalement. Et ça, c'est absolument incroyable. Il faut absolument, effectivement, le prendre ça fondamentalement au sérieux. Et vous avez bien raison, et ça va faire la transition parfaite avec aussi les intervenants de tout à l'heure, magnifiques sur le plateau là. Effectivement. Alain Grèche notamment, et du coup, donc vous parliez de Gaza, etc. Donc, mais ce qui peut être inquiétant si on élargit la problématique de la guerre elle-même et tout ça, c'est quand l'IA prend la décision à notre place. Ça, c'est une catastrophe. Et là, il n'y a plus d'humanité pour le coup. Voilà. Mais je ne suis pas du tout compétente là-dessus, par contre. Il y a cette délégation à la machine de notre pouvoir, de notre propre décision. Et effectivement, pour l'armée israélienne, donc, du coup, les intelligences artificielles qui ont été utilisées pour bombarder Gaza notamment, il y a eu des systèmes automatisés où normalement il y a toujours un homme, un militaire ou une femme qui doit prendre la décision. Et effectivement, ces systèmes vont tellement vite que de toute manière la décision n'est pas humaine derrière et elle est faite par la machine, ce qui contrevient à tous les principes des militaires, ce qu'ils disent toujours man in the loop. Il y a toujours un homme dans la boucle qui doit prendre la décision. C'est pas une arme autonome, c'est pas quelque chose. Il y a toujours un contrôle du militaire derrière. Et là, effectivement, c'est pas le cas. Et parce que ces systèmes d'intelligence artificielle s'accélèrent et s'accroissent, et donc c'est effectivement très dangereux. Et il y a cette perte de non seulement de décision humaine, mais du coup, c'est la machine qui prend directement le pouvoir. Par rapport à l'appauvrissement et de l'activité humaine par la machine aussi, effectivement, pour garder le contrôle, le mieux c'est de ne pas utiliser. Alors c'est bien d'avoir des alternatives effectivement et de l'alternumérisme, trouver des choses plus vertueuses dans les usages, mais effectivement le mieux c'est d'arriver à se passer des dispositifs numériques quand on peut, effectivement, et à retrouver le sens du réel, du concret, et pas basculer dans le virtualisme et que des dispositifs virtuels, numériques, informatisés, en fait, retrouver notre capacité corporelle à être présent là, en fait. On n'est pas là pour être en 2 dimensions face à un écran toute la journée, ce qui est la majeure partie des gens travaillent devant des ordinateurs. On est tous contraints parce qu'on vit dans un monde très technicisé, très informatisé, mais en fait, notre corps n'est pas fait pour rester assis, vivre voilà, ce que veut nous imposer l'ère du temps technologique et surtout les pouvoirs qui sont derrière. Donc c'est comment on réactive un rapport de force par rapport à ça. Donc effectivement, trouver des alternatives, continuer à faire de l'éducation populaire et activer des rapports de force. C'est ce qu'il y a dans le manifeste, notamment de l'atelier paysan, donc là ça concerne plus le monde paysan, qui s'appelle « Reprendre la terre aux machines pour une autonomie paysanne et alimentaire ». Et c'est ce triptyque qui a toujours bien marché, c'est si on arrive non seulement à essayer d'avoir les meilleures décisions, donc de la bonne éducation populaire, partager de l'information, ce qu'on est en train de faire là actuellement, créer des alternatives, des choses à côté, low-tech, plus vertueuses, etc. Et ensuite, le rapport de force. Un rapport de force, c'est obligé de l'avoir, puisque de toute manière, les grands empires tels que Monsanto, Bayer ne vont pas s'effondrer d'un seul coup. Et à un moment, il faut aller se confronter directement à eux. C'est pas en discutant, c'est pas en légiférant, c'est à un moment, il faut y aller. Il faut rentrer dans une dimension de conflit. Merci. Merci beaucoup pour la question et pour vos réponses. Je pense qu'au vu du temps, on peut encore prendre une question, si ce n'est 2, si vraiment la question et la réponse sont rapides. Je rappelle juste avant de vous passer la parole que du coup Édouard Piely sera en dédicace juste après à la librairie et j'imagine que Bella et Frédéric, vous serez encore dans les parages. Donc si vous avez d'autres questions, voilà, vous 3 seront disponibles pour y répondre après. Merci. Bonjour, merci pour cette table ronde. Je voudrais revenir sur quelque chose qui a été dit au début.
sur la négation de l'intelligence artificielle, avec une blague sur le fait que si on mettait un ordinateur sur une île déserte sans électricité, elle ne ferait pas grand-chose. Mais nous, en tant qu'antispécistes, je pense qu'on connaît tous la phrase de dire que si on veut mesurer l'intelligence d'un poisson à sa capacité à monter à un arbre, on va trouver que le poisson est très bête. De la même manière, si on met les humains, je sais pas, dans l'espace à côté du soleil, on va nous trouver très bêtes aussi. Donc je trouve cette blague qu'elle manque de ce qui se passe actuellement vraiment avec l'IA. Il y a des milliers de chercheurs en intelligence artificielle qui ont signé des tribunes pour nous informer sur le risque d'une arrivée d'une superintelligence. Il y a également l'association POSIA, où je vous demande tous de vous renseigner sur le travail de cette association qui informe sur les risques qu'une superintelligence pourrait avoir contre l'humanité, avec les problèmes de non-alignement, avec les problèmes d'émergence d'intelligence, parce que actuellement, en 2025, les intelligences artificielles développent de plus en plus de capacités d'adaptabilité, de mensonges, de reproduction, voilà. Donc j'aimerais savoir si c'est vraiment des choses que vous niez, votre avis sur votre point de vue sur l'intelligence de l'IA. Alors plus qu'une blague, c'était plus une manière d'illustrer. Et donc pour revenir sur ce que j'ai dit, donc alors l'intelligence artificielle aujourd'hui en fait on peut la dichotomiser entre IA faible et IA dite polyvalente. Donc l'IA faible c'est une IA qui est extrêmement spécialisée. L'IA polyvalente, on va lui poser une question générale, elle va pouvoir nous répondre, c'est ChatGPT. Et donc ensuite on peut parler d'IA forte. L'IA forte c'est l'IA forte ou IA générale qui reproduirait en fait l'ensemble des comportements cognitifs animaux ou alors animaux dits humains. Et donc aujourd'hui, ça, c'est encore une fois du technosolutionnisme, c'est en fait projeter quelque chose qui n'est pas là. Alors évidemment, si en fait à un moment l'intelligence artificielle serait capable en fait de reproduire l'ensemble de nos comportements, là évidemment je serais le premier à être effrayé, quoi. Donc oui, il faut faire attention et il faut mettre en fait une alerte vers quoi ça va. Mais aujourd'hui en fait, je pense pas qu'on puisse parler d'intelligence. Si on revenait vraiment à l'intelligence, mettons de Kant dans sa critique de la raison pure, il va parler d'intuition, d'entendement, d'imagination et de raisonnement. L'entendement, c'est la seule chose aujourd'hui qui est capable de faire ChatGPT. Donc l'intuition, la récupération du sensible, elle n'est pas capable de le faire, même si on met en fait l'ensemble des capteurs numériques possibles. L'imagination, ça va être un biais aléatoire qu'on va rajouter en fait dans la machine et qui aléatoirement va créer en fait une autre couleur ou une autre forme pour créer un tableau. Et enfin la raison, ça va être l'ensemble en fait des trois derniers, donc intention, entendement et puis imagination, pour prendre une décision à un moment aujourd'hui. Donc ça aujourd'hui, elle en est incapable. Pour autant, on en est à l'intelligence artificielle dite polyvalente, et si je dois rajouter un terme, générative, donc elle invente du contenu. En ce moment, on est en train, pas moi, mais d'autres sont en train de créer l'intelligence artificielle dite agentique. Donc cette-là, en fait, c'est l'intelligence artificielle qui est beaucoup plus autonome, où on lui demande de créer un site internet et elle va le créer matériellement également. Donc là, ça devient en effet plus effrayant. Mais je me permets quand même de nuancer sur le mot intelligence, qui est un mot au départ quand même davantage sur la cognition animale. Mais après, je suis complètement d'accord, mon illustration était qu'une illustration. Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup à vous d'avoir assisté et à vos questions. Voilà, n'hésitez pas à revenir leur poser des questions s'il y a encore il y a des zones de flou ou des interrogations, et nous laissons le plateau pour la table ronde suivante. Merci beaucoup.